On va parler d'un secteur, comme on dit, très important pour l'économie du Sénégal, la pêche. Est-ce que ça a encore cette importance dans l'économie du Sénégal? La pêche a toujours son importance sur l'économie du Sénégal. Car si mes souvenirs sont exacts, il contribue de 2%, je crois, sur le PIB, ou un chiffre beaucoup plus élevé, mais je n'ai pas le chiffre exact. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'il contribue de manière très efficace, après le tourisme, sur le PIB du Sénégal. Ça, c'est évident. Et sur le plan socio-économique aussi, la pêche draine du monde. Entre acteurs directs et indirects, on peut faire 600 000 à 1,5 million d'acteurs. Donc un domaine que vous maîtrisez sans exagération. Bon, j'ai la chance d'avoir pratiqué tous les segments de la pêche. D'abord, la formation, j'ai eu une formation diplômante du secteur de la pêche. Ensuite, j'ai fait la recherche scientifique, j'ai fait l'administration, j'ai fait l'industrie. Et j'ai fait la commercialisation puisque j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Neptunus Fishing Company. Donc je crois que l'un dans l'autre font qu'aujourd'hui, j'ai eu à embrasser tous les secteurs, tous les segments de la pêche. Donc ça tombe bien, nous avons frappé à la bonne porte pour parler de la pêche. Cette économie qu'on a parlé qui va mal finalement. Oui, je crois qu'il faut confirmer, je confirme que la pêche va très mal. Il y a une maxime qui dit qu'il faut se rassurer d'une cause avant de s'inquiéter du fait. Donc il faut aller peut-être dans la cause. La pêche a été déstructurée depuis la dévaluation, depuis 1994, suite à la dévaluation du franc CFA, où beaucoup de personnes se sont lancées dans la pêche sans en maîtriser les segments. Or, je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez, la pêche est un métier qu'il faut apprendre. Après cette déstructuration, il y a une pression sur la ressource. Avec la multiplication des usines, la demande est devenue très forte. Non seulement il y a une augmentation de la population, parce que le Sénégal croît entre 2,5 à 2,8% tous les ans. Donc il y a une demande très forte en termes de consommation humaine. Mais aussi, l'industrie qui était à l'époque peut-être de 36 usines est passée à 86 usines. Et tous ces gens-là veulent des produits qu'il faut exporter immédiatement. Et ça fait que la pression sur la ressource s'est accentuée. Bon, cette pression s'est soldée par la raréfaction de la ressource, d'abord sur le plan national, par rapport à notre flotte nationale, mais aussi par la pression exercée par les pays avec lesquels nous avons des contrats bilatéraux, je ne dis pas des contrats, mais des protocoles bilatéraux ou multinationaux. Dans tous les cas, il y a une pression très forte sur la ressource. Et cette pression a créé un malaise financier tel que les banques se sont plutôt désintéressées, je dirais plutôt ils ont été prudents. Et depuis un moment, un certain temps, les banques craignent la pêche comme si c'était un diable. Ils ne veulent plus financer, il n'y a plus de financement, les gens n'arrivent plus à renouveler les équipements, ils n'arrivent pas à financer les opérations, et les commandes qu'ils ont. L'un dans l'autre fait qu'aujourd'hui, la pêche est dans un marasme complet. Mais le facteur le plus important, c'est d'abord qu'il n'y a pas assez de ressources. Tout le reste là n'est que devenu en plus. Mais le plus important, c'est la raréfaction. La raréfaction des ressources. Des ressources. Due à ce que les gens appellent, c'est un terme peut-être fort, une razzia, parfois chinoise, on appelle beaucoup les Chinois, mais une razzia de la pêche industrielle. Est-ce que c'est la seule cause ou est-ce que c'est une cause en tout cas? Bon, c'est une cause, c'est une des causes principales. Parce qu'en termes d'armement propre, il faut reconnaître que l'armement sénégalais lui-même, il est très limité. Nos armateurs ont jeté l'éponge il y a longtemps. Les bateaux typiquement sénégalais, en dehors de Sopasen, qui est une entreprise sénégalaise, Sénévisa, qui appartient au groupe Yerassa, et Ikagel, qui est plus ou moins lié à Bolloré, en dehors de Sopasen, un véritable armement sénégalais n'existe plus. Donc c'est des gens qui sont là en association avec des étrangers et qui n'ont pas d'usine. Donc les principaux amateurs ne font que de l'exportation. Et ce qui est dommage parce que sur le plan mondial, l'exportation est endossée sur les excédents. Alors vous entendez tous les jours au marché, tout le monde dit qu'il n'y a pas de poisson, et le Sénégal continue à exporter tous les jours du poisson. Il faut insister sur ça, M. Bayo, parce que c'est fou quand même. Normalement, c'est sur l'excédent, mais ici, on exporte quand même beaucoup par rapport à ce qui se passe réellement. Enfin, dans mon plat, les gens ne mangent pas assez de poissons finalement ici. J'ai la même inquiétude que vous, et ça me surprend que les pouvoirs publics n'ont pas pris conscience de cela et qu'on ne dise pas, attention, voilà le quota qu'il faut exporter, et voilà le quota qui doit être là pour au moins assurer au peuple sénégalais la sécurité alimentaire.
Et ça, je n'ai pas vu, en tout cas, depuis 45 ans que je suis dans ce secteur, je n'ai pas entendu une seule mesure relative à ce sens-là. Bon, si c'est le libéralisme, c'est bien beau, mais en dehors du libéralisme, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sécurité alimentaire qu'il faille sauvegarder. Et c'est là toute mon inquiétude. Et donc, vous avez cette inquiétude, c'est quand même vous, en tant que spécialiste de la pêche, vous connaissez, vous avez la même inquiétude que, par exemple, les organisations comme Greenpeace, en tout cas, qui travaillent dans ce secteur. Cette même inquiétude. Mais il est où l'État? Je sais que c'est une politique, mais l'État fait quoi? L'État est là, l'État a son organisation. Nous avons des structures comme la DPSB qui fait la surveillance des eaux. Bon, il faut voir quels sont les résultats de ces démarches. Nous avons le CROD qui est là pour faire l'évaluation des stocks et qui doit dire en temps réel quand il faut donner des licences et quand il ne faut pas donner les licences, quand il faut lever la pression et quand il ne faut pas lever la pression. Donc sur le plan organisationnel, tous les outils existent. Maintenant, sur le plan opérationnel, c'est là où le bas blesse. Il y a un ministre du Commerce qui doit dire aujourd'hui, quand vous faites les émissions interactives, on parle toujours de rareté du poids sur le marché. Pendant ce temps, c'est le même organisme de l'État qui délivre à des sociétés de la place des certificats de salubrité et certifie des produits pour l'exportation. Bon, moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'armateurs, en tout cas sénégalais. Pourtant, les bateaux, ils y vont. Et Greenpeace a remarqué, ou d'autres sociétés en tout cas, qu'il y a une certaine tricherie dans la manière voilà, il y a des manières de gérer en tout cas cette industrie de la pêche en octroyant des licences à des bateaux, en tout cas, voilà, des prête-noms, comme pour parler correctement. Bon, l'État est condamné à mener une politique du droit. Si un Sénégalais dit que ce bateau m'appartient, bon, il ne peut que croire, c'est aux Sénégalais d'avoir un sens de la responsabilité. Moi, je ne condamne pas l'État, je condamne d'abord les Sénégalais comme moi, qui faisons, il est vrai, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vous allez donner le terme tout de suite, les prête-noms, il y en a, et c'est un secret pour personne. Parce qu'aujourd'hui, un bateau qui bénéficie d'un prête-nom, si moi, en tant que Sénégalais, je le fais, je ne suis pas sans savoir que ce bateau va battre pavillon sénégalais alors qu'il n'est pas sénégalais. Il va bénéficier du code des investissements qui est basé, adossé sur les contribuables sénégalais, alors que les Sénégalais n'en profitent pas, et que ces armements n'ont pas d'usine au Sénégal. Par conséquent, toutes les captures seront destinées à la réexportation. Alors, quel est l'impact de ces partenariats par rapport à l'économie du Sénégal? Il faut aller beaucoup plus loin. Je ne veux pas m'y attendre parce que je n'ai pas tous les temps et les œuvres. Mais, vu de l'extérieur, j'estime qu'aujourd'hui, il y a problème. Et ce problème de triche dont vous parlez de Greenpeace organisé, je crois que c'est des choses à approfondir. L'État est interpellé, qu'on fasse des recherches et pour qu'on sache qui fait quoi. Une dernière question politique, parce qu'on ne va pas en finir, parce qu'à chaque fois qu'un État arrive, avant de venir, enfin je veux dire un régime, c'est en train de critiquer la gestion de la pêche. Et une fois sur place, rebelote. C'est la responsabilité dont vous parlez des Sénégalais. Parce que chaque fois, on entend des critiques. Avant Macky, il y avait tellement de critiques sur les licences de pêche. Quand il est arrivé aujourd'hui, on est en train de le critiquer sur la manière de gérer. Ce n'est pas Macky que je vise dans cette... Mais voilà, c'est trop bon. Bon, je crois que dans la gestion, dans la pêche, il y a deux gestions. Il y a la gestion étatique qui est beaucoup plutôt organisationnelle. Maintenant, sur le plan opérationnel, c'est les opérateurs économiques sénégalais. Moi, aujourd'hui, si nous n'avons pas les moyens, on n'a pas de capitaux. Si un étranger veut qu'on fasse une société mixte, j'en conviens bien. Mais faut-il aussi que les règles du jeu soient respectées, que le Sénégal, que le contribuable sénégalais, dont les impôts vont profiter à cet armement par le biais de code d'existement, sache au modèle quelles sont les retombées de ce partenariat. Mais si aujourd'hui, ce que je constate de l'extérieur, bon, il faut peut-être approfondir les choses, donc sous réserve d'approfondissement, qu'aujourd'hui, X ou Y personne dit, jamais 10 bateaux, je prends un partenaire sénégalais qui est là, qui a son bureau, il est assis, il est propriétaire, entre guillemets, de 10 bateaux, ce monsieur n'a pas d'usine, et on voit que quand les bateaux pêchent, ce poisson ressort. Alors, pendant ce temps, la ménagère souffre de manque de produits au niveau marché. Maintenant, sur le plan étatique, d'un régime à un autre régime, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans quels que soient les régimes, en Afrique de manière générale, la pêche est gérée à de très haut niveau. Par conséquent, je n'accuse pas les régimes, mais j'interpelle plutôt les régimes. Je les interpelle pour aujourd'hui que ce que les gens disent, que ce soit vrai ou faux, qu'on fasse que ce soit plutôt des mensonges que des vérités. En tout cas, les critiques sont nombreuses. Ce que les gens avancent ne sont jamais démentis. Bon, est-ce que c'est une réalité?
je vais être prudent en disant que l'État est interpellé et il est appelé à faire la lumière sur ces genres de pratiques. De toute façon, vous allez convenir avec moi que ce qu'on appelle la cueillette, dans votre langage, il y a un manque de ressources aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a une autre solution? Bon, la cueillette, comme on l'a dit très bien, elle est terminée. Elle est terminée pour tous les pays du monde, surtout pour le Sénégal, parce que bon, je suis concerné par le Sénégal. C'est-à-dire aller en mer sans licence, prendre du poisson dans des conditions les plus anarchiques du monde, sans tenir compte de certains respects de la loi extra, c'est fini. D'abord sur le plan de la loi, mais aussi sur le plan même des ressources. Aujourd'hui, nous avons la pression est très forte, donc la réfaction elle est réelle. En plus de la pression, il y a l'effet de serre qui réchauffe les eaux. Ça peut favoriser certaines zones, mais pas d'autres. Parce que vraiment, la plupart des espèces vivent en eau tropicale. Et donc, la température favorise plus ou moins, mais ce n'est pas un facteur déterminant. Aujourd'hui, la rareté, l'effet de serre n'a pas seulement la température, mais c'est le changement de milieu qui fait qu'aujourd'hui, certains poissons peuvent migrer ou peuvent disparaître. Et comment on va faire pour nous qui mangeons du poisson tous les jours? Aquaculture. Il n'y a pas de solution. Aquaculture. Que l'aquaculture. C'était d'ailleurs ma question. Que l'aquaculture. On en parle beaucoup. C'est quoi exactement? L'aquaculture, c'est la culture dans les eaux. Que ce soit les plantes, des poissons et autres. C'est la pratique de la culture ou de l'élevage à partir de l'eau. Donc c'est ça qui sera la solution, une des solutions. C'est ça la solution. Moi je ne dis pas une des solutions, c'est la solution. La solution. Donc il faut qu'on se lance tous vers l'aquaculture. On est même très en retard. Pourtant on parle quand même d'une agence, ou même avant très longtemps, on a bien parlé de l'aquaculture. Oui, bon, vous savez, nous on a au Sénégal, notamment en Casamance, on a commencé à pratiquer l'aquaculture depuis dans les années 1940. Bon, la manière officielle, la pisciculture, on l'a démarré au Sénégal, je crois, de manière officielle, hein, je crois dans les années 1980, avec il y avait un projet dans la région du fleuve, et surtout un projet phare en Casamance, parce que c'est un projet de type particulier, c'est la créviticulture, l'expérience de Katakalous, qui était de 1983 à 1986, si mes souvenirs sont exacts, et qui malheureusement a trouvé un échec. Pas parce qu'au manque de financement, mais je crois que l'échec est plutôt lié au choix du site. Je crois que le site n'était pas très approprié. Alors il suffit seulement d'approfondir les analyses. Et il valait mieux déplacer un site, si on se rend compte qu'on n'a pas pris les mesures avant, que d'arrêter un projet de ce type-là. En quoi l'aquaculture peut être la solution, sa particularité par rapport à l'autre pêche? Oui, parce que bon, d'abord par rapport à la cueillette, chacun peut y aller en dehors de la pêche industrielle qui paie des droits de pêche qu'on appelle des licences, mais la pression ne vient pas seulement de la pêche industrielle. Au Sénégal, les mises à terre sont assurées à 70 à 80% par la pêche artisanale. Et cette pêche artisanale, il y a seulement 2 ou 3 ans qu'on a commencé à immatriculer les pirogues, etc. Donc jusqu'à présent, je pourrais dire que l'accès de la ressource est gratuit. Par contre, quand il s'agira de la pisciculture ou de l'aquaculture de manière générale, c'est quelqu'un qui prend son argent, qui investit, qui choisit un bassin, un périmètre, comme un champ, et il cultive son poisson. Donc il faudrait qu'il ait le sens d'abord d'une exploitation, donc qu'il ait un esprit plus ou moins financier, et puis un esprit technique, parce que le poisson aussi, on le sort d'un milieu naturel, on l'apprivoise, il faut donc pendant toute son existence, lui accorder un milieu qui soit très égal ou très peu différent de son milieu naturel. Et donc ça demandera un suivi, parce qu'on se sera engagé financièrement, et peut-être même moralement, parce que celui qui s'engage dans une opération financière, son premier souci, c'est la réussite. Et tout le monde peut s'adonner, peut se lancer dans cette culture? Oui. Normalement, tout le monde peut pratiquer l'aquaculture, mais l'aquaculture peut se pratiquer partout. Nous avons assez de fleuves. Le Sénégal a 718 exactement kilomètres de façade de côte. Il a le fleuve Sénégal qui fait 1700 km, avec un bassin de 337 000 km². Vous avez le fleuve Gambie, qui a 750 km, qui fait même 1360, si on le prend de sa source, qui fait 1375 km. Alors que la Gambie ne fait que 300 km. Donc tout ce reste-là, c'est arrose une partie du Sénégal avec ses bassins. Vous avez le Sine Saloum qui fait 250 km,
avec plus de 2000 marigots et ballons qui se rejettent dans ce fleuve-là, qui avait comme sortie à l'époque la pointe de Sangomar qui a disparu avec l'effet de serre. Vous avez la Casamance qui a 300 km de fleuve, seulement la région de Ziguinchor, 20 150 km de bassins, avec des sous-bassins de Kamobel, de Baïla, etc., etc. Donc nous, si je reviens à Ziguinchor, qui m'intéresse, qui me préoccupe à plus d'un titre, nous avons toutes les chances et tous les atouts qu'il faut pour rester de la pisciculture. Nous avons l'eau saumâtre, nous avons l'eau douce, nous avons l'eau de mer, nous avons les marigots. Le chômage au Sénégal atteint 49%, la main-d'œuvre est disponible. Et je crois qu'il y a un code de l'aquaculture qui est en cours de route, s'il n'est pas encore, on ne l'a pas encore achevé, qui défiscalise tous les investissements pour l'aquaculture, qui facilite l'accès, l'acquisition foncière, qui va définir des bassins piscicoles et va les aménager. Donc aujourd'hui, que tous les atouts sont réunis pour réussir la pisciculture. Et d'ailleurs, effectivement, je ne sais pas si je vais divulguer un secret, vous êtes parti notamment dans le cadre des collectifs de la Casamance pour étudier la faisabilité effectivement de cette activité. Quels sont les résultats? Oui, je suis revenu abattu, écœuré, révolté, parce que je me suis rendu compte qu'on a perdu du temps. Parce que ce n'est pas les initiatives qui manquent, mais c'est l'encadrement de ces initiatives qui est insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, un encadrement, il faut d'abord une compétence avérée. Ensuite, former des gens. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, la pêche est un métier. Il ne suffit pas seulement d'envoyer un expert en casement pour dire que tout est réglé. Non. Il faudrait aussi faire la formation des formateurs pour décentraliser la compétence jusqu'au dernier acteur. Et ça qui fait défaut pour le moment. Donc les gens se sont lancés avec des diverses fortunes, mais on constate plus ou moins des échecs partout. Parce que les minimums ne sont pas requis. Un bassin piscicole, il y a d'abord le facteur sécuritaire. Il faut le sécuriser contre le voleur humain, il faut le sécuriser comme le voleur oiseau, il faut le sécuriser contre des voleurs prédateurs comme les crocodiles et les varans. Donc ça, c'est un minimum d'abord. Sinon, vous luissez du poisson, quelque part le récolter à votre place. Ensuite, il y a des techniques aussi d'aménagement et de gestion du milieu. C'est un milieu artificiel qu'il faut transformer en milieu naturel pour que le poisson puisse se développer normalement. Il y a la nourriture, la manière de donner la nourriture, le délai de la nourriture, le relevé des températures. Donc, toutes les stations que nous avons visitées, ce que j'ai eu à déplorer, il n'y a aucun tableau de bord. Les gens font au pifomètre. Et ça, aussi longtemps que ce phénomène-là va perdurer, aussi longtemps que nous allons échouer. Bon, je salue l'initiative du chef de l'État qui a repris les choses en main en faisant de Sédhiou une région pilote. Il n'en a pas tort. Mais bon, je dis encore une fois, il faut former les gens. Un métier, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Donc, je persiste sur ma question. Donc, le choix du président de faire de Sédhiou vient du fait que la Casamance est un potentiel énorme pour l'aquaculture. Il est superbement énorme. D'abord, c'est pas maintenant qu'on a commencé. On n'a pas attendu l'avènement du plan sénégalais. On a commencé l'aquaculture depuis dans les années 40, avant même, je dirais même avant même l'indépendance. Donc la culture aquacole existait déjà. Bon, ça faisait au niveau des villages, au niveau de certaines formations, que ce soit GIE ou autres là. Aujourd'hui, l'État est venu, on le salue, défoncer une porte ouverte. Maintenant, les mesures d'accompagnement qu'il a prises pour le moment, elles sont salutaires. La création de bassins piscicoles, c'est comme si aujourd'hui on aménageait des périmètres aquacoles dans le fleuve Sénégal, c'est la même chose. Donc on va aménager des bassins piscicoles, on va défiscaliser les investissements, et maintenant il faut ensuite favoriser la formation, de multiplier les compétences en faisant ce qu'on appelle la formation des formateurs, les décentraliser dans les différentes zones, les encadrer et les aider à trouver des financements. Vraiment, tout ça sous réserve que notre région soit complètement désenclavée. Il ne l'est pas encore. On a encore l'handicap d'abord de l'événement de ce conflit latent, mais c'est surtout, on a le blocage de l'enclavement. Tout ce que je viens de dire ne serait que peine perdue si le problème de l'enclavement n'est pas réglé. Une dernière question, certainement, peut-être que vous n'allez pas vous lancer dans cette critique comme moi des collectifs. Le collectif, vous pensez, est-ce que vous avez une impression qu'ils vont aller plus loin? Ce ne sera pas que juste une étude. D'abord, moi, je suis en conseil du collectif et j'ai salué cette initiative. Bon, je vois que Pierre Gouyabi, son président, parce que j'ai eu à rencontrer
des cas du ministère de la Pêche et les gens m'ont parlé de l'engouement de M. Pierre Gouyabi dans le programme de l'aquaculture. Bon, s'il arrive à entraîner tout son collectif derrière lui, j'estime que ce serait un très beau geste. Mais bon, l'engouement, si se traduit simplement par l'envie de faire, c'est bien, mais il faut plonger. Or, plonger, cela veut dire que prendre l'initiative, pas seulement en tant qu'amateur, mais en tant qu'opérateur économique, c'est-à-dire investir de l'argent. Or, Pierre Gouyabi, il a une envergure qui lui permet aujourd'hui d'accéder à les financements. Et je dirais que moi, ce que je donne comme conseil au collectif, c'est bien beau de dire aux gens, faites ceci, mais le collectif lui-même s'engage à dire, écoutez, on crée une station pilote. Et en ce moment-là, moi, je me ferai fort de travailler bénévolement, je dis bien bénévolement, je le souligne, pour qu'on puisse booster le secteur-là, donner l'exemple. Parce que les exemples qui existent jusqu'à présent ne peuvent inciter aucun opérateur économique averti de se lancer. Parce que bon, ce sera la pédagogie par l'exemple. Alors si seulement la Pierre Gouyabi, dont le village d'origine Baïla détient, je crois, 175 km² de bassins irrigables, aujourd'hui doit se donner l'exemple en disant, bon tiens, écoutez, monsieur, je veux bien, j'encourage tout le monde, mais suivez-moi, voilà, j'ai fait ça à Baïla. D'accord. Vous donnez un conseil à Pierre, mais est-ce qu'aussi on peut donner un conseil en tant qu'industriel à l'État du Sénégal, même si vous pensez que pour la pêche, je veux dire normale, c'est fini, mais de manière générale, sur le secteur de la pêche et de l'industrie du poisson, un conseil à ces gouvernants peut-être? Bon, je commencerai d'abord par saluer l'initiative d'un confrère de la pêche, parce que je suis quand même un agent de pêche de Kolda, qui s'appelle Nias, qui aime tellement son métier, qui a aujourd'hui initié, au lieu de faire un bassin piscicole, il veut empoisonner tout un fleuve, ou un bras de fleuve, ou alors un grand bassin. D'ailleurs, c'est passé dans notre site, entre parenthèses. Vous pensez que c'est possible, voilà, pour une fois qu'on a l'occasion de demander à notre expert dans ce domaine? Oui, le projet il est très ambitieux, ça demande beaucoup d'argent, mais c'est pour tout le monde. Or, s'il n'y a pas de prise en charge, maintenant, je crois qu'il est défendable si les populations locales sont consultées, et celles-là, après, sont convaincues de la pertinence des arguments, et prennent le projet en charge. Parce que le poisson n'a pas de frontières. Alors on ne peut pas empoisonner une zone, on le laisse à libre cours pour que ça aille profiter à quelqu'un d'autre. Et moi je l'ai suggéré entre nous qu'il faudra qu'on délimite, soit par des filets, pour une zone. On dit que cette zone-là appartient à X. Mais tant que c'est gratuit, on va retourner encore à l'espérance de la cueillette où chacun viendra se servir comme il l'entend sans prendre les mesures de pêche responsables et durables. C'est ça le hic. Mais tant que il arrivera, au moment où, s'il arrive à délimiter la zone de son projet et que cette zone-là soit prise en charge par des intéressés, ça peut devenir une forme de bassin piscicole à grande échelle. Mais dans l'esprit de son projet, on va revenir à la cueillette, on met du poisson dans l'eau, les poissons vont porter, il n'y a pas de douaniers, il n'y a pas de gendarmes sur la route, ils vont les envahir comme nos crevettes de Katakalo sont allés en Guinée-Bissau, on n'en profite plus maintenant, et sans que ça fait très mal, et on va revenir à la case de départ. D'accord. Donc voilà, pour revenir à la question, donc les conseils, donc vous encouragez cette initiative, et quoi d'autre pour Macky Sall ou le ministre de la Pêche? Oui, aujourd'hui, pour Macky et pour le gouvernement du Sénégal, d'abord je crois qu'il faudrait qu'on remette en selle le centre de recherche océanographie de Dakar. J'ai été un peu de ce service et je connais son importance. On ne peut pas aujourd'hui signer des accords de pêche avec des partenaires sans une connaissance certaine de ses potentialités de capture. On ne peut pas assurer un prélèvement sans s'assurer d'un recrutement. Il y a des gens qui partent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils sont dedans. Donc ça c'est un élément important. On ne peut pas faire une politique de pêche sans une politique d'évaluation permanente et suivie, régulière de suivi de nos stocks. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est aider les opérateurs privés à accéder au crédit. Les banques ne font plus confiance à la pêche, ils ne bougent plus. Quand l'État, soit en termes de garant ou en termes de, je ne sais pas, l'État a assez d'experts pour trouver une solution, il faudrait aujourd'hui, pour encourager l'investissement dans la pêche, mais aussi il faut aussi réorganiser la pêche. Il faut la réorganiser. Il faut, pour chaque type d'usine, il faut créer